nos jours, les logos sont partout. Sur les enseignes des magasins, sur les sites web, sur les applications, sur les produits qu'on achète. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où viennent l'origine des premiers logos? Parce que je pense quand même ne rien vous apprendre si je vous dis que les logos ne datent pas de notre époque, mais remontent à plusieurs milliers d'années derrière nous. Je vous propose donc de vous installer bien confortablement, et moi j'enfile ma casquette de designer et je vais vous raconter l'origine et l'histoire des logos dans le monde. Ça reste à la fois tout de même assez difficile de savoir à quand remontent les premières créations de logos dans le monde, mais je peux déjà vous dire qu'à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, dans différents peuples comme en Chine et en Égypte, il y a des systèmes d'écriture qui se rapprochent un petit peu des bases de la calligraphie qui ont été mis au point. Et la particularité de ces écritures, c'était que chaque symbole avait pour but de représenter une idée ou un mot. Et d'ailleurs, si on revient sur l'étymologie du mot logo, il vient du grec et il signifie un mot, une raison, une pensée. On peut donc dire que ces différents pictogrammes utilisés comme système d'écriture sont plus ou moins les ancêtres éloignés de nos logos actuels. Maintenant, si on avance un petit peu dans le temps à l'époque médiévale, on voit apparaître des blasons et aussi ce qu'on va pouvoir appeler le début des enseignes. Petite piqûre de rappel, mais à l'époque, la plupart de la population était illettrée et de par la croissance de la population, de plus en plus de personnes migrent vers les villes et vont avec ceci l'émergence de plusieurs commerces qui se diversifient de plus en plus. Les magasins commencent donc à conceptualiser de plus en plus des enseignes pour permettre aux clients d'identifier le type de produits ou de services qui seront proposés. C'est par exemple à cette époque qu'on voit arriver la fameuse croix verte de la pharmacie. De plus, sous le règne du roi d'Angleterre Richard II, celui-ci a fait passer une loi qui ordonnait à chaque brasserie d'indiquer sur leur enseigne la nature de leur commerce, et c'est à partir de là que toutes les brasseries ont commencé à se chercher des symboles permettant de se différencier des autres. Et concernant les blasons que j'ai évoqués un petit peu avant, ils avaient pour but d'attribuer visuellement un statut social à celui qu'ils portaient. Ainsi, certaines combinaisons précises de couleurs et de formes représentaient une famille noble, par exemple. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut retrouver certaines traces de ces symboles nobles dans certains logos. J'ai l'exemple en tête de la fleur de lys pour la France, mais également pour les Allemands, on peut retrouver l'aigle impérial et plus globalement la couronne, symbole de royauté pour vraiment beaucoup de nations. Et on peut le retrouver par exemple sur le logo du Real Madrid. C'est ensuite vers le XVIIe siècle que les premiers journaux imprimés voient le jour, notamment grâce au financement de plusieurs publicités présentes dans ces journaux. Il était donc impensable pour une entreprise qui avait son logo dedans de faire une pub pour l'entreprise concurrente, ce qui a eu pour conséquence de vraiment renforcer l'utilisation de signes distincts pour se différencier des autres. Et grâce à la chromolithographie qui voit le jour en 1840 aux États-Unis, pour vous faire simple, c'est un procédé d'impression qui va permettre une impression successive et massive en couleur. Et bien encore une fois, cela va permettre aux entreprises de se différencier encore plus grâce à l'aide de combinaisons de couleurs reconnaissables. Par exemple, si je vous mets cette palette de couleurs, bien évidemment c'est Coca. Vous voyez, ça marche super bien. C'est maintenant au tour de la révolution industrielle et à la naissance de la classe moyenne de voir le jour. Il y a donc de plus en plus de consommateurs et de centres commerciaux et naturellement toutes les entreprises souhaitent se démarquer et s'implanter sur le marché. C'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir parler de branding. Pour ceux qui ne connaissent pas le branding, c'est tout ce qui va faire partie de l'image de marque. À partir des années 50, il y a une prise de conscience de la part des entreprises qui mesurent réellement l'impact puissant que peuvent avoir le branding. Donc les entreprises commencent à créer des logos moins utilitaires et davantage tournés vers la construction d'une identité de marque unique et personnelle. Et ça, on peut facilement le voir en regardant l'évolution des logos au cours des années pour une marque qui est présente depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir de la seconde moitié du 20e siècle que les logos furent vraiment un incontournable pour les entreprises. En gros, si vous n'en aviez pas, vous étiez un petit peu un boomer et personne ne se serait souvenu de vous. C'est au tour de l'ordinateur de voir le jour dans les années 90 et en 2000 avec l'arrivée de Photoshop et InDesign, les marques et les graphistes se montrent de plus en plus créatifs. Les personnes se voient consommer de plus en plus de contenu sur les écrans et de nouveaux types de logos voient le jour qui n'étaient pas possibles avant, comme celui de MTV qui a la particularité, comme j'aime bien le dire, être un logo caméléon, c'est-à-dire qu'il est hyper déclinable, il change tout le temps. Et justement, l'identité de marque se fait tout autour de ça. Pour aider les consommateurs à la transition vers le numérique, les graphistes adoptent un nouveau mouvement graphique, le skeuomorphisme, qui se traduit par la représentation des objets sur écran de la même manière qu'il était hors écran, comme les anciennes versions d'iOS par exemple. Puis avec l'arrivée du web 2.0, les tendances plus minimalistes viennent en force, dans le but de créer avant tout une esthétique plus épurée et moderne, sans distraction. Et d'ailleurs, actuellement, ce que les années 2010 nous ont appris, c'est que les marques doivent rendre leurs logos plus adaptables pour qu'on puisse les utiliser sur n'importe quel support. Et c'est de là que vient le terme de blending, qui est cette tendance des logos à plus ou moins tous se ressembler, mais pour bénéficier en retour des avantages de l'adaptabilité.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout merci d'être resté jusqu'ici. Faites-le moi savoir en commentaire en mettant ce petit emoji. Moi en échange je vous mettrai un petit cœur sur votre commentaire. J'aime beaucoup faire ce genre de format un petit peu plus posé et éducatif, donc du coup il y a fortement moyen que j'en refasse dans le futur. Et même je trouve ça super intéressant de retracer l'évolution des logos au fil des années. Ça permet vraiment de comprendre pourquoi on en est arrivé à nos logos actuels. Mettez-moi un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, sinon conséquence. Allez, la bise.